prochain conférencier est rattaché au plus grand transformateur agroalimentaire en Chine. I would invite Mr. Young. J'inviterai M. Yung Xiang Shen à se joindre avec moi sur scène. M. Shen est assistant gérant de COFCO Meat Company, qui est le plus grand joueur dans l'industrie de la transformation alimentaire en Chine. Il a développé sa compagnie de 3 000 truies en 2010 à 65 000 truies maintenant et va poursuivre le développement à 250 000 truies dans les années à venir. Entre 2006 et 2009, avant de se joindre à COFCO, il a travaillé comme directeur général de Huazhang Agri-Food Business Development Company, une organisation intégrée de production de porc, et avant ça, comme directeur général de PIC Chine. Monsieur Shen, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez le micro pendant les prochaines 40 minutes. J'ai hâte d'entendre ce que vous allez avoir à nous dire au sujet de la Chine, China Food et l'industrie des viandes. Bonjour. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Mais je vais prendre en anglais parce que si j'essaie en français, peut-être c'est difficile. Aussi, c'est difficile pour comprendre. Good afternoon. Alors, bon après-midi. Je suis très heureux d'être ici. Je m'excuse de ne pas pouvoir donner ma présentation en français, mais je crois que je vais essayer de le présenter en anglais et j'espère que ça va aider à vous permettre de comprendre. Parce que pour présenter l'industrie de la viande en Chine, ce n'est pas seulement une question d'information. Il y a aussi une question culturelle qui mérite d'être expliquée. Donc, je vais essayer de l'expliquer en anglais et j'espère que ça va aider. Ça va vous permettre de comprendre le développement économique de la Chine et l'industrie alimentaire. Et j'espère qu'avec cette présentation, ça va augmenter les échanges entre la Chine et le Québec et surtout dans l'industrie alimentaire. Bon, pourquoi je dis ça? C'est que au Canada, le Québec a beaucoup d'avantages. J'ai un ami à Shanghai qui m'a dit qu'il y avait une compagnie du Canada qui a vendu du porc à Shanghai. Il a été très généreux. Il a dit les Chinois vendent du porc à faible prix, mais les jambes congelées de porc qui arrivent du Canada, 2 kilos, c'était presque 40 $ canadiens pour 2 kilos. Et depuis 2 ans, c'est très populaire. Une raison, c'est pour des raisons de salubrité alimentaire. Ça signifie qu'avec les ressources canadiennes et le système de salubrité alimentaire, je crois qu'il y a un bon potentiel pour faire du commerce. Donc, je vais commencer à vous présenter l'industrie alimentaire et j'espère que ça va vous aider à comprendre l'industrie de la viande en Chine. Je vais vous présenter en 3 parties. D'abord, un survol de l'industrie alimentaire et de la viande en Chine, y compris l'industrie de la viande. Aussi les perspectives de l'industrie alimentaire et de la viande. Et à la fin, je vais vous donner une introduction brève sur COFCO, là où je travaille depuis 5 ans. Et COFCO est une compagnie d'État. Donc, je vais vous donner un peu de contexte sur COFCO et j'espère que ça va vous permettre de comprendre l'industrie, de même que le fonctionnement des entreprises en Chine. Une présentation comme ce matin, ça fait une bonne présentation sur l'industrie mondiale de l'alimentation, l'offre et la demande, les ressources et enjeux. Mais pour la Chine, depuis 1978, la Chine a commencé des réformes économiques, davantage en vue d'ouvrir la Chine au monde extérieur. Donc, depuis 1978, la Chine a une croissance annuelle d'environ 10 % en termes de PIB. Et ça, c'est très rapide. Et depuis 30 ans, récemment, le nouveau gouvernement a dit qu'il fallait augmenter le volume, mais encore plus important, la qualité du développement économique. Donc, récemment,
plutôt qu'avoir une cible de PIB en croissance de 7,5 à 8,5 donc l'année dernière, c'était 7,6, un peu plus que 7,5, et cette année, on a maintenu 7,5 de taux de croissance. Entre-temps, la Chine est un gros pays avec une forte population de plus de 1,3 milliard de personnes. Et les territoires est un peu plus petit que le Canada. Et avec le développement économique, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup d'urbanisation. L'urbanisation, maintenant, est à un peu plus de 50 ce qui signifie que 1,3 million de personnes, il y a quand même 4 à 5 millions de personnes dans la ville, dans les campagnes, pardon. Donc, le nouveau gouvernement a mis sur pied un nouvel objectif de développement, c'est-à-dire de développer davantage les cantons, comme par exemple Beijing, Shanghai font partie de l'urbanisation, mais sont rendus trop gros. C'est Beijing et Shanghai, chacune de ces villes-là a probablement plus de 20 millions de personnes chaque. Si Beijing, y compris la ville voisine de Beijing, ça pourrait représenter 50 millions de personnes. Donc, c'est presque le Canada et l'Australie réunis. Donc, c'est énorme. Donc, afin d'avoir un développement plus harmonieux, le gouvernement a dit qu'il faut développer la Chine en plusieurs petites villes, ce qui veut dire que l'urbanisation va se poursuivre et ça va augmenter davantage l'économie et les conditions de vie. Si ici, nous voyons que la structure de la consommation a changé. Avec le développement économique, la Chine a subi des changements en structure de consommation. Au niveau du riz et la fleur, entre 2001 et 2011, en 10 ans, per capita, la consommation de ces deux produits a diminué. Donc, les gens ont diminué les produits végétaux pour augmenter les protéines. Vous voyez que la viande a augmenté de même que les huiles végétales. Ce matin, on a parlé des importations de soya. Ça, c'est une des raisons. La Chine, maintenant, environ 80% des huiles de soya sont importées de l'extérieur. C'était presque 60 millions de tonnes d'huile de soya qui a été importée de l'extérieur de la Chine. Juste l'importation totale de céréales en 2011, on a atteint 100 millions de tonnes en Chine. Donc, si vous parlez du sucre et les produits laitiers, le lait, ça fait aussi en consommation une augmentation rapide. Donc, avec le développement économique, les gens ont davantage d'argent et la structure du régime alimentaire aussi change. Ça, c'est la consommation de soya et de maïs. Et ce matin, on l'a aussi mentionné. Je crois que c'était il y a 20 ans, quand l'Association états-unienne des producteurs de soya ont commencé à faire la promotion du soya et en parlant de protéines. Et plusieurs en Chine ont dit c'est impossible. Nous, on est un exportateur. Et COFCO était la compagnie d'État qui exportait ces produits-là au monde extérieur. Donc, à l'époque, il se disait que c'était impossible que la Chine importe du soya. Mais dans les faits, on a commencé maintenant à en importer. Il y a quelques années, le gouvernement se disait qu'il n'importerait pas de maïs. Mais là, il commence à comprendre que la Chine va peut-être être obligée d'importer pas seulement du soya, mais aussi du maïs. Et ça, comme je vous l'ai dit, la Chine, anciennement, avait une politique d'autosuffisance alimentaire. Et avec le nouveau gouvernement en place, ils ont commencé à parler d'une nouvelle politique, une politique de sécurité alimentaire. Avant, pour le riz, le blé et le maïs, ils voulaient avoir 100% de l'approvisionnement, donc produit et utilisé en Chine. Mais récemment, le gouvernement a commencé à comprendre que c'est impossible. Ils doivent se spécialiser et nous devons faire ce que nous faisons le mieux. Donc, simplement pour ces trois céréales, ces trois denrées, la Chine va continuer à maintenir une autosuffisance à près de 95%. Mais tous les autres produits céréaliers, la Chine va dire on devrait les importer.
Vous voyez ici l'importation d'huile et vous pouvez commencer à voir l'importation nette de maïs. En fait, ce matin, on a parlé de l'importation de maïs et par la suite, je vais vous montrer qu'on va être un importateur important à l'avenir. Aussi, nous pouvons voir la tendance au niveau de la production de viande et de consommation. Presque toute la viande est importée en Chine. On a commencé à en importer. L'année dernière, le porc, le bœuf, le mouton et la volaille ont été importés entre 117 1,7 million de tonnes de l'extérieur ont été importées. Et ça va se poursuivre. Et à l'origine, la Chine pensait vouloir être autosuffisant. Mais lorsqu'on a fait une comparaison de prix, c'est presque impossible. Maintenant, et aussi, compte tenu des importations, la Chine doit imaginer une stratégie pour qu'une compagnie chinoise aille à l'extérieur de la Chine et fasse des liens avec des compagnies internationales pour mieux utiliser les ressources internationales. Comme je vous l'ai dit, la Chine doit importer parce qu'au niveau économique, c'est plus efficace. Si vous regardez le coût de production mondiale de la viande, vous voyez que la Chine, au niveau du bœuf, le coût par kilo du bœuf est 6,2 $ par kilogramme. Si vous allez voir aux États-Unis, le coût de production du bœuf est la moitié et le Brésil moins que la moitié. Et probablement que le seul qui peut avoir est plus concurrentiel, c'est pour la volaille. Le porc, c'est la même chose. La Chine, compte tenu du coût des céréales et du coût du terrain, tout coûte cher. La Chine, maintenant, le coût de production du porc, pour le porc vif, est presque à 2,5 $ US par kilogramme, poids vif. Donc, c'est presque impossible de le faire en Chine. Surtout pour le bœuf, pour l'agneau, ça demande beaucoup de terrain et les coûts de mouler et le taux de conversion alimentaire est relativement élevé. Donc, dans ce cas-là, peut-être que ce serait mieux de choisir de produire de la volaille et importer les autres viandes. Et la question est comment faire l'importation? Une façon, c'est d'établir des liens avec des compagnies extérieures, trouver la bonne approche pour satisfaire le marché en Chine. Et moi, je vous dirais, avec le monde occidental, la Chine, les Chinois ont une longue histoire de toujours combiner les aliments et la médecine. C'est pour ça qu'en Chine, comme je l'ai mentionné, le porc canadien, les pieds de porc peuvent se vendre pour presque 20 $ le kilo. Une raison importante, c'est pour des raisons de salubrité, de sécurité. Et en Chine, nous combinons toujours la sécurité alimentaire et la valeur nutritive avec la santé. Donc, ça met davantage d'insistance sur le genre de produits que les Chinois vont vouloir et le prix qu'ils sont disposés à payer. Et ça crée vraiment beaucoup d'opportunités pour le Canada, compte tenu du côté nutritif et le concept de nourriture et de santé. En Chine, les prix des œufs peuvent varier de 2 à 3 fois différents, simplement à cause des différences de perception d'exigence. Au Canada, le prix des œufs ne varierait pas autant, ça serait assez semblable. En Chine, des fois, le prix est très, très différent, même au niveau du porc. En Chine, si vous dites que si vous pensez que l'environnement de production était favorable, que c'était une production biologique, ou le prix peut varier du simple au triple.
Bon, moi, je vous dirais que maintenant, les importations en Chine, nous nous sommes ouverts à différents pays. Presque tous les pays qui ont un avantage concurrentiel peuvent exporter en Chine. Pour le porc, la volaille, le bœuf et l'agneau, ils sont tous importés de l'extérieur, de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Australie et de l'Amérique du Sud. Donc, sauf bien sûr en Amérique du Nord, la Chine faisait une surutilisation. Donc, le gouvernement a établi des lois. Donc, de cette façon-là, sinon le prix est raisonnable, la Chine va importer de tous les pays qui satisfont les exigences gouvernementales. Ça, ce sont les importations de porc. Et auparavant, on a commencé à importer des produits à valeur ajoutée de porc. Bon, au niveau de l'agneau, je vous dirais qu'au niveau de l'agneau et du bœuf, c'est très coûteux de les produire en Chine et le volume de production diminue tout le temps à cause du coût. Par exemple, les viandes COFCO officiellement importent du bœuf et le principal importateur de bœuf en Chine. L'année dernière, on a importé presque 20 000 tonnes. Et juste pour le bœuf, le prix un kilogramme pourrait se vendre à 20 à 30 kg dans le marché. La volaille aussi. La volaille est importée en grande quantité. Au niveau du bœuf, le bœuf, comme je vous l'ai dit, le bœuf, pour la consommation de la viande, 65% c'est du porc, le reste c'est du bœuf, de l'agneau et de la volaille. Donc le bœuf devient très populaire. Surtout en Chine, la majorité sont de nationalité Han qui préfèrent manger du porc. Ensuite, il y a des musulmans et d'autres minorités qui mangent du bœuf. Et le gouvernement se plaint que ça coûte trop cher manger du bœuf. Donc, le gouvernement, si c'est produit à l'interne, c'est impossible de s'approvisionner ou à coût très élevé. Donc, le bœuf, maintenant, l'année dernière, on obtient, si vous êtes capable de le vendre à un prix raisonnable, vous allez faire de l'argent. À COFCO, il y a 3 ans, on exportait et cette année, on importe environ 20 000 tonnes. Et ça vient avec des revenus de plus de 100 millions de dollars US. Et si vous regardez le déplacement mondial de viande, la Chine est un endroit dispendieux, ou en Asie en général, d'un point de vue économique, d'un point de vue clientèle. Et la circulation des autres régions va vers la Chine. Et ça va se poursuivre pendant un certain temps. On va peut-être importer de l'Australie et de l'Amérique du Sud, et aussi une partie va venir des États-Unis et du Canada. Donc, presque toute la viande circule en fonction des comparaisons de prix, va se retrouver en Asie et surtout en Chine. Des fois, si on regarde les chiffres, ça va aller directement en Chine et une bonne partie va à Hong Kong et en Chine. Bon, la deuxième partie de ma présentation, je vais vous présenter dans les prochaines années ce qui va se produire en Chine au niveau de l'industrie alimentaire et de la viande. Ici, on voit la consommation, le taux de croissance de la consommation en Chine. Depuis 10 ans, le taux
d'augmentation est assez élevé, surtout au niveau du lait, des produits laitiers. Si vous regardez la courbe, en 2009, le taux de croissance a diminué. Ça, c'était su à cause de problèmes de sécurité alimentaire, parce qu'il y a eu des problèmes. Vous savez, le côté protéines, il y avait eu des problèmes. Donc, il y a eu une crise de confiance. Donc, cette année-là, il y a eu une diminution. Par la suite, ça a créé beaucoup d'opportunités pour la poudre de lait qui venait de Nouvelle-Zélande ou de l'extérieur du pays. Et à Hong Kong, plusieurs personnes le savent peut-être, Hong Kong a mis sur pied des règles qui limitaient les Chinois qui allaient à Hong Kong acheter de la poudre de lait pour les enfants, du lait maternisé. Vous étiez limité sur la quantité. Donc, après ça, parce que Hong Kong était en rupture de stock, parce que les gens de Hong Kong ne pouvaient pas acheter de poudre de lait pour leurs enfants. Donc, ils ont mis sur pied une loi. Les Chinois n'avaient pas le droit, chaque personne avait droit d'acheter seulement un quota de lait et à exporter vers la Chine continentale. Donc récemment, on a voulu travailler avec des compagnies de l'extérieur de la Chine, en Nouvelle-Zélande, en Australie et même en Europe, pour travailler de concert pour fournir un produit de confiance en Chine. C'est très semblable pour les autres produits. Le taux de croissance augmente de moins en moins avec l'augmentation des revenus. Si vous regardez la croissance, comme à Taïwan, au Japon et en Corée, vous avez des modes de vie semblables. Donc, lorsqu'on regarde leur tendance en demande, normalement, lorsque le revenu arrive à 15 000 $, vous allez commencer à stabiliser la consommation de viande et d'autres denrées de base. Donc, en Chine, nous allons probablement suivre cette tendance. Si on utilise ça comme comparaison, comme repère, la Chine a encore beaucoup de place à croître en termes de demande alimentaire. Voici la croissance de consommation à Taïwan. À Taïwan, une fois qu'on atteint 15 000 $ en termes de pouvoir d'achat, la viande a atteint presque 80 kg à Taïwan. Et ensuite, les produits de la mer et les autres huiles, le sucre, atteignent un certain niveau qui devrait être semblable en Chine, surtout dans l'Est, à cause des habitudes de vie sont semblables. À l'origine, les gens de Taïwan venaient de Chine. Et pour le Japon, c'est semblable. Bien sûr, au Japon, ils l'ont atteint il y a 20 ans et c'est très semblable. Quand le Japon a atteint un revenu par habitant de 15 000 $, à partir de ce moment-là, la demande en consommation alimentaire est devenue relativement stable. Et au Japon, le lait peut atteindre 80 kg. C'est pour ça qu'en Chine, le lait a beaucoup de potentiel et la viande, c'est 40 kg. Mais bien sûr, les Japonais mangent aussi beaucoup de poissons. Et en Corée, la Corée, c'est la même tendance. Ça veut dire que, moi, je vous dirais que cette tendance va se répéter, va se reproduire en Chine. Et donc, en Chine, à l'avenir, vous allez avoir une tendance de demande très semblable. On prévoit qu'en Chine, per capita, en termes de PIB, lorsqu'il va atteindre 15 000 $ par habitant, ça va être en 2020. Donc, un autre 6 ans. Et à partir de cette tendance, il va demeurer une forte demande. La demande va augmenter. Donc, il faudra l'approvisionner, cette demande, dans quelque part, donc probablement de l'extérieur.
C'est un tableau qui résume la consommation et l'importation de riz, farine, huile et sucre, juste au niveau de la viande. D'ici 5 à 6 ans, il y aura une augmentation de 35 %. À l'heure actuelle, maintenant, la viande totale est d'environ plus de 70 millions de tonnes. Et rendu à cette date, ça va être plus de 10 millions de tonnes de plus. Non, pardon, 100 millions de tonnes au total. Et l'huile comestible, les huiles végétales, l'huile de soya, de maïs et les autres huiles végétales vont augmenter d'un autre 35 %. Regardez le sucre, on s'attend à une augmentation de 52 %. Le lait devrait augmenter de plus de 100 %. Et malgré tout, le lait, surtout dans les villes, les gens peuvent le boire. Dans les campagnes, il y aura une grosse augmentation de volume avec l'augmentation des revenus. Alors, voici les prévisions. Ça, c'est pour la viande, surtout la volaille, le poulet. Donc, c'est relativement bon marché à produire et c'est une bonne protéine animale. Et le porc va continuer à augmenter. Et maintenant, le gouvernement va essayer de technifier cette industrie. Auparavant, l'industrie du porc représentait 60 à 70 % des porcs étaient élevés, 50 porcs par année par famille pour les petits producteurs agricoles. Et maintenant, on est rendu, à l'heure actuelle, on a plus de 500 truies, 500 porcelets par truie par année. Donc, récemment, le gouvernement a développé une politique pour avoir des fermes à haute technologie avec une forte taille et des installations plus modernes, et ça va augmenter la productivité de cette industrie. L'industrie du porc, en moyenne, pour tout le pays, à l'heure actuelle, c'est environ 14 porcs par truie par année, 13,6 porcelets par truie par vache. Et au Canada et aux États-Unis, vous êtes probablement à 20 ou 22. Donc, il y a une forte différence en termes de productivité. Donc, ça crée aussi des opportunités pour différents services de régie pour les inciter à venir en Chine. Et récemment, les gens ont probablement remarqué que les grosses compagnies de viande ont développé des partenariats. Une raison, c'est pas seulement pour importer du porc en Chine, mais aussi pour exploiter les forces des deux côtés, pour fournir du porc sécuritaire. Il y a une forte pression pour améliorer la production de porc en Chine. Et pour le bœuf, la demande en bœuf va continuer à augmenter, mais la Chine ne peut pas faire grand-chose pour augmenter la taille des fermes. La seule façon de satisfaire le besoin, c'est d'importer ou établir une relation coopérative à l'extérieur de la Chine. Et le gouvernement a aussi incité les compagnies à investir, à établir des partenariats avec des compagnies à l'extérieur de la Chine pour commencer à importer en Chine ou pour fournir un meilleur produit pour les clients en Chine. Avec l'accroissement de la population, avec l'urbanisation, eh bien, la superficie agricole diminue constamment en Chine. Alors, la Chine a le quart de la population mondiale, mais nos terres arables ne sont pas suffisantes. Et avec l'urbanisation, cela diminue encore. Les 2/3 des terres manquent d'infrastructures, si bien que les 2/3 des terres n'ont pas une bonne productivité pour la production céréalière. Alors, il faut maintenir
18 millions de mus et en fait, comme vous le voyez, cela diminue d'année en année. Pour vendre une ferme, vous devez satisfaire à certaines exigences parce qu'on veut s'assurer qu'il y aura assez de terre pour la production céréalière. Mais malgré cette réglementation, il reste difficile de répondre à la demande. Alors, il y a une difficulté aussi avec la qualité de la terre. Par exemple, les ressources en eau. Les ressources en eau par personne en Chine sont plus basses. C'est 2200 mètres cubes, c'est-à-dire le quart de la moyenne mondiale. Et du nord au sud de la Chine, dans le sud, il y a pénurie d'eau. Le gouvernement a de grands projets d'ingénierie pour acheminer l'eau du Yangtze vers le sud. Mais en dépit de ces grands projets, il reste difficile donc d'irriguer même des terres dans le nord. Alors les pluies sont généralement en juin-juillet, mais autrement, c'est très sec. Ce sont des facteurs environnementaux, donc. Alors, cela aussi a causé des problèmes à cause du caractère subi, donc des changements, même au niveau climatique. Une autre chose, la Chine veut être autosuffisante, mais la productivité des grandes céréales, en particulier le maïs et le soya, ne sont qu'à 60% de la productivité qu'on observe en Amérique du Nord. Donc, pour accroître la productivité de façon technologique, ça ne suffira pas. Alors, il y a encore une occasion pour la Chine de repenser ses politiques de production, et c'est pourquoi le gouvernement a ordonné un examen des politiques de salubrité. Alors, on va préserver les politiques actuelles qui cherchent à l'autosuffisance, mais on va aussi accepter de faire appel aux ressources internationales. Ceci, c'est une prévision sur l'écart entre l'offre et la demande en 2025. Si vous voyez ici donc le maïs d'ici 2025, eh bien, la Chine manquera de 44 millions de tonnes. Pour le soya, ce sera 85 millions de tonnes qui vont lui manquer. Elle devra donc importer de l'étranger le soya, dont 85 millions de tonnes. L'année dernière, c'était 50 millions de déficit et l'an prochain, ce sera 60 millions. Même chose pour le lait. Alors, c'est de l'ordre de 32 millions de tonnes. Et finalement, j'aimerais simplement vous donner quelques informations sur COFCO. Alors, COFCO, c'est une compagnie qui a été créée en 1949. C'est une société d'État. C'est la plus grande société alimentaire en Chine. Alors, auparavant, l'État s'en est servi comme outil d'exportation pour obtenir des devises étrangères. Et parfois, donc, il servait aussi à l'importation. Donc, c'était une société d'import-export au départ, mais surtout, elle a débuté pour l'exportation. Maintenant, depuis quelques années, l'État a regroupé plusieurs entreprises. Par exemple, vous avez l'import-export a été associé à d'autres sociétés
qui faisait du commerce à l'intérieur de la Chine. Ensuite, ils l'ont combiné avec une autre société qui était une société de logistique, qui avait des capacités de stockage, d'entreposage, qui avait des installations portuaires et qui avait aussi donc certaines facilités réglementaires. Et alors COFCO est devenue à ce moment-là la plus grande société de production et de distribution d'aliments avec des actifs de 300 millions de renminbi, de 50 à 60 milliards de dollars américains, et avec des ventes de cet ordre. Récemment, COFCO est sorti de la Chine parce que la nouvelle politique de salubrité alimentaire affirme que la Chine ne peut pas être autosuffisante. Elle a donc demandé à ces sociétés d'État d'aller chercher sur le marché international pour trouver des ressources pour assurer la sécurité alimentaire de la Chine. Et COFCO est entré récemment en partenariat avec deux sociétés. Une s'appelle DARA. C'est une société qui existe depuis une centaine d'années, qui a de très fortes relations commerciales en Amérique du Sud. Et le groupe Snowbird se trouve, lui, à Hong Kong. Et là aussi, il s'agit d'un commerçant de céréales. Alors, ces deux associés vont faire de COFCO une société d'envergure mondiale. Alors, COFCO donc, a d'abord consolidé ses affaires en Chine pour devenir le plus gros producteur et distributeur d'aliments en Chine. Et ensuite, il va à l'extérieur en partenariat avec des sociétés de l'extérieur. Et tout a commencé avec les céréales, au fond. Nous avons du riz, du blé, du maïs et aussi il y a le jus de tomate, le sucre. Et aussi donc de la bioénergie. Et ça, c'est du côté donc de la production et des semences. Ensuite, vous avez toute la traduction, vous avez des fabrications d'huile, de soya, et ils ont de l'huile végétale et des viandes. Et moi, je travaille donc dans la division des viandes. Et nous sommes aussi le principal actionnaire d'une compagnie de produits laitiers qui était la première compagnie de produits laitiers en Chine. Et nous étions donc, il y a quelques années, le deuxième plus gros actionnaire de Smith Fair. Alors, la stratégie de COFCO, c'est l'intégration. C'est un système intégré, depuis la production céréalière jusqu'aux produits donc, de marque sur la distribution. Alors, nous produisons aussi du vin. Et c'est pourquoi on est en partenariat avec la France pour pouvoir avoir d'autres produits de marque pour le vin, pour les alcools et même le chocolat. Alors, donc, on va du champ à la table. Pour le gouvernement, l'idée d'avoir une société d'État, c'est d'abord d'établir un barème en sécurité alimentaire et on veut aussi ajouter donc la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Donc le gouvernement encourage ce société d'État à devenir de plus en plus concurrentiel sur le marché et c'est pourquoi l'État a encouragé COFCO à se diversifier et donc à obtenir des actionnaires maintenant. Alors, il y a des banques d'investissement d'étrangers qui sont autorisées à investir dans COFCO. On veut donc faire grandir cette société. Bien sûr, elle obéit à une certaine planification d'État, mais elle doit être de plus en plus concurrentielle pour intervenir sur le marché international. En outre,
il y a 5 sociétés qui sont inscrites en bourse à Hong Kong, 4 le sont en Chine. La nourriture est un élément très important, donc c'est 70% des actifs, mais il y a 2 autres lignes d'affaires. C'est qu'il y a des banques, des fiducies, donc ils sont dans le marché de l'investissement. Donc c'est des sociétés qui viennent appuyer le secteur des aliments. Par ailleurs, les services immobiliers, donc quand vous pouvez avoir donc un centre commercial avec des stationnements. Par conséquent, COFCO a aussi un secteur immobilier. Donc, il promeut un certain modèle d'affaires. Alors, sa ligne principale, ce sont les aliments qui représentent 70% de ses actifs et de ses revenus, mais ils ont aussi donc une branche de services financiers et une autre branche qui est dans l'immobilier. Et c'est ce qui forme au fond le conglomérat. Le COFCO, qui est une société d'État, oui, mais qui représente au fond un modèle pour l'industrie alimentaire en Chine et représente aussi un modèle d'affaires pour la commercialisation et pour promouvoir un certain mode de vie, un certain niveau de vie. Comme je l'ai dit, donc c'est depuis 60 ans, donc COFCO s'est développée en Chine et maintenant elle intervient sur le marché international. Elle a beaucoup servi à l'application des politiques gouvernementales et elle a établi une norme pour les différents secteurs de l'industrie. Ceci ayant été fait, l'État encourage maintenant COFCO à compétitionner sur le marché international pour utiliser les ressources internationales, non seulement en Chine, mais au niveau mondial. Alors, c'est une présentation donc à ce qu'est COFCO et au rôle que joue cette société d'État. Et nous pensons que COFCO aura de plus en plus de rapports, de relations d'affaires avec le Canada et le Québec. Et j'espère que cela peut vous aider aussi à mieux comprendre la Chine et à comprendre l'évolution commerciale. Et nous espérons que nous pourrons travailler ensemble pour utiliser les ressources de façon encore plus efficace. Merci. Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes pour des questions. Micro, je vous invite donc à vous nommer, vous présenter, à poser votre question à M. Chen, que je remercie pour cette impressionnante présentation d'une impressionnante entreprise. Je suis Yan Chen, je travaille au MAPAC. My question is, despite efforts... C'est que, en dépit des efforts de la Chine pour arriver à l'autosuffisance à partir de sa production nationale, il semble que le pays n'aura pas le choix. Il devra rechercher des sources alimentaires à l'extérieur, à l'étranger, à l'extérieur de ses frontières. Pour y arriver, nous diriez-vous, M. Chen, si la Chine va préférer continuer de faire ses achats en important directement des produits agroalimentaires ou s'ils vont investir plutôt dans les installations de production, de transformation dans des pays étrangers? Merci. C'est une très bonne question. En fait, comme je l'ai dit dans mon exposé, le nouveau gouvernement, au début de l'année dernière, a précisé la politique de sécurité alimentaire de la Chine. Auparavant, la Chine voulait avoir pour priorité l'autosuffisance, en le sens qu'on voulait
produire en Chine et on ne voulait pas trop importer. Et la principale raison, c'était la peur donc de sanctions politiques, la peur d'être soumise à une sorte de chantage au niveau de pression politique. Mais récemment, à cause des fèves soya, il y a eu toute une discussion en Chine parce que de 70 à 80% de la demande à l'intérieur de la Chine doit être satisfaite par des importations. Aujourd'hui, c'est 60 millions de tonnes de soya. Alors, si les produits étrangers donc arrêtent de nous fournir, qu'est-ce qui va arriver? Alors, c'était la façon de penser auparavant. Donc, mais là, on s'est dit, il est impossible au niveau international que les gens vont réagir comme cela. Les gens ont des produits à vendre et la Chine est prête à acheter. Mais de façon générale, on a dit qu'il y a 3 produits, le riz, le blé et le maïs. Le riz et le blé en particulier, pour les Chinois, ce sont des denrées de base. Alors, par conséquent, on va essayer d'avoir une autosuffisance de l'ordre de 95% pour ces 3 produits, pour ces 3 céréales. Le gouvernement donc, va mettre l'accent sur l'autosuffisance dans ces domaines. Donc, on cherche 90-90% d'autosuffisance dans ces 3 produits. Pour le reste, on veut s'ouvrir davantage. C'est pourquoi COFCO, depuis l'année dernière, le gouvernement a demandé à COFCO de s'engager sur le marché international. C'est pourquoi nous avons établi des relations avec Dilara et nous voulons que COFCO ne soit pas seulement présent en Chine, mais qu'il sorte de Chine, mais pas pour contrôler les ressources. Nous voulons travailler en partenariat avec des interlocuteurs internationaux pour utiliser de façon efficace les ressources internationales et c'est à l'avantage à la fois de la Chine et des interlocuteurs étrangers. Alors oui, plusieurs sociétés chinoises ne vont pas seulement acheter à l'étranger et travaillent en relation. Par exemple, nous avons établi des relations avec 2 autres entreprises et ils ont signé une entente pour 3 ans. Ils ne vont pas toucher aux équipes de direction et aux politiques des unes des autres. Et on dit que si l'équipe de gestion actuelle fait bien et si on peut discuter de stratégie commune sur le marché international. Il ne s'agit pas pour la Chine de faire tout seul ou d'imposer ses vues. Non, nous voulons travailler en collaboration avec d'autres sur le marché international. Alors oui, le gouvernement chinois accepte de sortir de la Chine pour importer, mais en respectant les lois et les règles du marché compétitif international. L'automne dernier, M. Chen, une très grande société, la grande société Smithfield, une spécialiste du porc, a été acquise par COFCO. Pourriez-vous peut-être nous expliquer les possibilités et les défis que cela peut représenter? C'est une question intéressante parce qu'en fait, j'ai dit que COFCO, il y a 2 ou 3 ans, a investi dans Smithfield. Et elle est devenue donc le 2e actionnaire le plus important de Smithfield. Et à ce moment-là, l'objectif qu'on avait, c'était de convaincre Smithfield de travailler en Chine avec COFCO pour développer l'industrie du porc en Chine. Mais à cause de la crise financière et parce que Smithfield n'avait pas l'énergie voulue pour travailler en Chine à cause de la crise financière. Même auparavant, COFCO avait déjà eu des discussions avec Smithfield. Pour ce qui est de Shanhui, je dirais que c'est bon et pour la Chine et pour Smithfield, parce que Shanhui, je ne sais pas si vous savez, il y a 2 ou 3 ans, ils ont eu un problème avec Shanhui. C'est une question de qualité, parce que Shanhui est une plus grande compagnie de transformation de la viande en Chine. Elle produit
1,5 million de tonnes de produits de viande. Et il y a 2 ans, il y a eu un problème de publicité et ça ne concernait pas le porc. Et quand ils ont eu des problèmes au niveau de qualité de la viande, cela a eu une répercussion dans les médias et il y a eu une crise si forte qu'on a craint donc une faillite de Shanhui. À partir de ce moment-là, ils ont voulu donc avoir un partenaire, parce que même jusqu'à maintenant, ils ont depuis 2001 un problème très sérieux. Donc c'est difficile pour eux de se relancer seuls dans la production porcine. Ils ont donc décidé de discuter avec Smithfield. Ils ont même acheté Smithfield et un des avantages pour Shanhui, c'est qu'ils peuvent maintenant importer du porc des États-Unis pour le transformer. Également, un autre objectif qu'ils ont, c'est de se lancer peut-être dans la production porcine ou d'avoir un système intégré de plus haute qualité. À ce moment-là, je pense que c'est l'avantage des deux parties. Et cette société donc, sera probablement inscrite sur la bourse de Hong Kong. Donc, Shanhui et Smithfield seront inscrites comme une seule compagnie sur le marché des valeurs de Hong Kong. Je pense que Shanhui est un excellent partenaire pour Smithfield parce qu'ils sont vraiment complémentaires au fond. Merci beaucoup.